tout à l'heure. Et puis, dernier invité de cette émission, Samuel Vergès, bonjour. Bonjour. Vous êtes physiologiste au sein du laboratoire HP2, basé à Grenoble. Ça dépend, je crois, du CHU. Voilà, de l'université, de l'INSERM et du CHU. Ouais. Et du CHU. Le H, c'est pour hypoxie oui, dans ce labo hypoxie, physiopathologie. Ouais. Bon, les deux P pour physiopathologie. Voilà. C'est une référence internationale, je crois, ce laboratoire, justement, en matière de recherche sur l'hypoxie. Oui, voilà, c'est notre thématique de recherche depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que maintenant, on est assez visible au niveau international. Ouais. Avec vous, on va partir dans la ville la plus haute du monde. Ça s'appelle la Rinconada, la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Quelle altitude pour cette ville? C'est une ville qui est allée sur la pente, je dirais, mais entre 5100 et 5300 mètres d'altitude. Plus de 5000 mètres d'altitude. On a tendance à dire, ou en tout cas à croire, qu'au-dessus de 5000 mètres d'altitude, l'être humain n'est pas capable de survivre longtemps. Pour autant, là, il y a, je crois, près de ou plus de 50 000 habitants dans cette ville. Voilà, plus de 50 000 habitants, au-dessus de 5000 mètres. C'est vrai que jusque-là, on considérait que l'homme ne pouvait pas vivre à une telle altitude. Là, il y a de l'or dans la montagne. Du coup, ça a motivé, depuis les Incas, en fait, des habitants à vivre en permanence à une telle altitude. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que ces habitants, ils sont vraiment à la limite de ce qui peut être tolérable par l'être humain en termes de cette hypoxie, de ce manque d'oxygène, avec moitié moins d'oxygène qu'à Grenoble, par exemple. Alors, on voit effectivement la ville qui a colonisé les flancs de la montagne jusqu'au glacier. C'est une ville qui existe depuis longtemps? Oui, voilà, donc les Incas étaient là, les Espagnols sont passés là, donc c'est depuis très longtemps qu'il y a des gens qui cherchent de l'or ici, avec l'évolution économique, il y a eu une explosion un petit peu de la ville ces dernières décennies, mais c'est une ville très ancienne, ouais. Pour chercher et trouver de l'or, le corps humain est prêt à se surpasser et à casser, on va dire, ce que la science peut avoir établi, c'est ça? Oui, c'est ça, même si malgré tout, ces habitants, ils sont là depuis des millénaires, donc ils ont de fait des capacités de résistance à ce manque d'oxygène assez exceptionnel, mais on a aussi une grande partie de la population qui est malade du fait de ce manque d'oxygène, donc on est vraiment quand même aux limites de ce que l'être humain peut tolérer. Il y a des bébés qui naissent dans cette ville? Oui, tout à fait, des femmes enceintes, des enfants qui naissent, qui grandissent, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même des organismes qui sont usés au fur et à mesure des années. Ouais. Alors c'est une population qui vous a intéressé en tant que physiologiste. Vous êtes parti l'hiver dernier en expédition là-bas. Je crois que d'ailleurs c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique était menée sur une population qui vit à si haute altitude. Oui, tout à fait. À la fois, on savait que c'était la ville la plus haute du monde, la population la plus haute du monde, mais c'est aussi très difficile d'accès, ce lieu, à la fois au niveau logistique, puis au niveau des autorisations, de la sécurité sur place, etc. Donc on a de fait été la première expédition scientifique, médicale et humanitaire aussi du coup à se rendre dans ce cadre. Vous avez eu besoin, vous, de vous acclimater à l'altitude ou vous êtes arrivé comme ça direct et ça s'est bien passé? Non, il faut quand même qu'on s'acclimate. Monter d'un coup à plus de 5000 mètres d'altitude, pour nous, ça ne serait pas terrible. On fait un stop sur l'altiplano à 3800 mètres d'altitude. Et puis on monte là-haut. Malgré tout, on est malade pendant quelques temps. On essaie d'être suffisamment en bon état pour travailler quand même. Il ne faut pas être trop malade, parce que j'ai vu qu'il n'y avait que 2 médecins pour 50 000 habitants. Là, ce n'est pas les déserts médicaux, c'est pire que ça. Oui, tout à fait. Alors là, oui, il n'y a à peu près aucun encadrement médical. Nous, l'équipe, il y a à peu près la moitié de médecins. Mais la population elle-même est complètement livrée à elle-même. Et c'est vrai que quand on est sur place, la population nous réclame vraiment beaucoup. Et on est là pour les aider en ce sens-là, nous réclame d'un soutien médical. C'est une population que vous n'avez pas trouvée en très bon état de santé? Oui, alors comme on le voit sur les images, c'est vraiment une espèce de bidonville accroché à la montagne. Donc de toute manière, les conditions sanitaires sont difficiles. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de sanitaire. Donc c'est des gens qui vivent d'abord dans des conditions difficiles et en plus avec moitié moins d'oxygène. Donc au total, c'est sûr que la population n'est pas en santé optimale, je dirais. Ouais. Quelle expérience vous avez menée sur place avec ses habitants alors en 2019, notre objectif, c'était de comprendre comment quand même l'homme pouvait réellement vivre en permanence à une telle altitude. Donc on a mesuré, recréé en fait un véritable laboratoire sur place pour décrire toutes les adaptations qui sont présentes chez ces habitants-là et qui sont exceptionnelles. On a vraiment fait des mesures jusque-là jamais vues auparavant chez l'homme. Par exemple, des quantités de globules rouges dans le sang énormes, un sang particulièrement visqueux du coup, et c'est ça qui crée pour une grande partie de la population, à peu près un quart, des problèmes de santé. Donc on a à la fois des adaptations incroyables et à la fois quand même une population qui est à peu près pour un quart malade du fait du manque d'oxygène. Donc on a aussi cherché à caractériser quelles sont les anomalies, les pathologies que développent ces habitants du fait du manque d'oxygène. On peut les considérer comme dopés. Aucun de ces habitants pourrait prendre le départ du Tour de France, par exemple. Là, ils ont vraiment franchi le cap des quelques globules rouges en plus qu'on recherche ou que les sportifs du Tour de France ont. Pour parler concrètement, on mesure ce que l'on appelle le taux de globules rouges dans le sang, l'hématocrite.
Un sportif d'endurance, lorsqu'il est à 50%, c'est exceptionnel, voire même c'est suspicieux, en fait, 50%. Et là, les habitants, c'est du 70-80% d'hématocrite. Donc, c'est plus raisonnable, en fait, comme valeur. C'est plus efficace d'un point de vue des performances à l'effort. Et pour eux, ça devient presque pathologique. Pourtant, il y en a qui passent toute leur vie. Malgré tout, il y en a qui résistent, ouais, quand même. Sur place. Il y a une espérance de vie plus courte, d'ailleurs, pour des habitants qui vivent à ces altitudes. On n'a aucune donnée non plus là-dessus. Bon, l'expérience de vie au Pérou est déjà plus faible qu'en France, par exemple. Mais dans cette ville-là, on ne voit pas de personnes âgées, en fait. Ouais. Nous, Européens, qui vivons à quelques centaines de mètres d'altitude, on pourrait survivre là-bas durablement ou pas? Oui, non, probablement pas. Là, on est vraiment dans des altitudes trop extrêmes, déjà trop extrêmes pour des gens qui sont là depuis des millénaires, qui ont tout le bagage génétique nécessaire. Mais pour nous, si on arrivait directement de la plaine, au bout de quelques années, on aurait sans doute des gros phénomènes d'usure, d'intolérance à cet environnement-là. Ouais. À quoi vont servir vos recherches là-bas? Alors, l'objectif, c'est d'abord pour la population locale d'arriver à aider ces personnes en termes de santé, en termes de qualité de vie, en particulier ceux qui sont malades. Donc, on a des objectifs de pouvoir aider la population du point de vue de traitement potentiel dont ils ont besoin, de conseils aussi pour comment vivre dans un meilleur état dans cet environnement-là. Et puis, travailler sur le manque d'oxygène, c'est aussi éclairer à la fois nous quand on sera en altitude, et puis éclairer un certain nombre de domaines de santé, en particulier dans le domaine des maladies respiratoires, où là, on a des malades au CHU de Grenoble, par exemple, qui manquent aussi d'oxygène. Non pas parce qu'ils sont en altitude, mais parce que leurs poumons, en fait, sont malades. Et donc, comprendre comment l'homme, les habitants de la Rinconada peuvent s'adapter plus ou moins bien au manque d'oxygène, c'est aussi éclairer la prise en charge des malades respiratoires dans nos hôpitaux, par exemple. Alors, vous allez repartir dans quelques jours pour la Rinconada, deuxième volet de cet XP 5300. Voilà, donc c'est la deuxième phase où, après avoir essayé de comprendre au mieux les adaptations, puis aussi les phénomènes d'intolérance de cette population à l'altitude, on y retourne avec cette fois des traitements médicamenteux pour ceux qui sont malades, pour tester si on arrive à corriger un peu les anomalies de santé de cette population, enfin au moins de la partie qui est malade, et voir si à terme on pourra leur donner des conseils de santé, certains traitements pour qu'ils puissent vivre dans un meilleur état dans ces conditions-là. On parle souvent des bienfaits de l'altitude pour le corps humain quand on prépare justement un événement sportif, c'est jusqu'à une certaine limite. Donc voilà, il y a vraiment un effet dose du manque d'oxygène. Probablement qu'un petit peu moins d'oxygène, comme sur le Vercors ou un peu plus haut, ça peut être bon pour notre santé. Par contre, là, à plus de 5000 mètres d'altitude, on est vraiment dans des domaines de trop forte privation de l'oxygène et là, l'organisme en souffre. Ouais. Oublier donc d'aller trop haut de façon permanente. C'est pas la première fois que vous étudiez les effets des choses extrêmes sur le corps humain. Vous aviez mené il y a 2 ans une expérience en lien avec l'Ultra Trail des 4 montagnes. On en voit quelques images. Un trail de plus de 160 km où vous aviez suivi des cobayes, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'était à peu près ça, avant, pendant et après la course. Oui, c'est vrai qu'en fait, étudier l'organisme humain dans des conditions un peu extrêmes, étudier les adaptations maximales de l'organisme humain, que ce soit au manque d'oxygène, que ce soit des efforts de très très longue durée, c'est vraiment un moyen de mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain, de mieux comprendre jusqu'à à quel point il peut s'adapter, pourquoi dans certains cas il tombe dans une situation pathologique. Donc l'Ultra Trail, c'est une des conditions extrêmes, un environnement extrême dans lequel aussi on mène nos travaux de recherche. Ouais. Un ultra trail à la Rinconada, c'est envisageable? Ça ferait peut-être beaucoup d'un coup. Ouais, vous feriez d'une pierre deux coups. Ouais. Vous poursuivrez vos recherches là, sur l'ultra trail cet été, puisque l'UT4M revient au calendrier du 16 au 19 juillet. Voilà, tout à fait. Donc on a un projet à long terme de recherche en partenariat avec l'UT4M sur le ultra trail. Et donc dès 2020, dès cet été, on va relancer donc ce laboratoire de recherche avec des questions nouvelles, en particulier au niveau des contraintes ostéo-articulaires, au niveau des genoux, évaluées par IRM chez des trailers dans le cadre de l'UT4M.